Magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci de votre fidélité. Bienvenue, amis fidèles de la RPA, au magazine Humura Burundi de ce vendredi 18 octobre 2019. Donc voici les principales articulations. La coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha, c'est fort en sigle, demande aux Nations Unies de tout faire pour contraindre le gouvernement burundais à négocier avec ses opposants avant les élections de 2020. C'est du moins le contenu d'une correspondance que cette coalition a adressée ce jeudi 17 octobre au secrétaire général des Nations Unies. Une famille d'Ondava serait menacée par les agents du service national des renseignements. C'est après qu'elle ait entrepris de fouiller pour connaître le sort du leur qui serait mort entre les mains de ces agents de l'État. Dans ce magazine, nous ferons également un tour au camp de Nduta où a commencé depuis ce jeudi une campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite pour les moins de 3 ans. Voilà pour le sommaire. La présentation de ce magazine. Vous êtes avec Josiane Mouzaneza. La mise en onde est assurée par Steve Niungeko. Inès Gakiza est à la prise d'image. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page politique où la CFOR Arusha demande aux Nations Unies et à son Conseil de sécurité de prendre leurs responsabilités en tant que garant de l'accord d'Arusha pour convoquer une réunion urgente de tous les garants de cet accord afin d'analyser les voies et moyens de sauver ce socle de la paix, de la démocratie et de la réconciliation au Burundi. Dans une correspondance adressée ce 17 octobre 2019 au secrétaire général des Nations Unies, la CFOR Arusha démontre à suffisance que les élections prévues au Burundi en 2020 marqueront la disparition totale et complète de cet accord et n'aboutiront qu'à la détérioration de la situation dans tous les secteurs de la vie nationale. Les points saillants du contenu de cette correspondance avec Emmanuel Niungeko. La présente note de ce 17 octobre qui est adressée au secrétaire général des Nations Unies par la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha, CFOR Arusha en sigle, est une analyse de l'environnement préélectoral qui prévaut au Burundi à 8 mois des élections générales de 2020. Elle se penche particulièrement sur le cadre légal et réglementaire qui va régir ces scrutins, les violations des droits de l'homme, le verrouillage des espaces des libertés civiles et politiques, lesquels facteurs sont déterminants pour permettre des élections crédibles qui répondent aux standards internationaux. S'agissant du cadre légal, la CFOR Arusha estime que les élections doivent néanmoins se dérouler dans un cadre légal et réglementaire consensuel qui favorise des élections libres, démocratiques et partant crédibles, ce qui n'est pas du tout le cas au Burundi actuellement. La CFOR Arusha d'ajouter que la nouvelle constitution promulguée le 7 juin 2018 ne laisse pas de place à une compétition démocratique et traduit la volonté manifeste d'enterrer cet accord historique d'Arusha qui a pu stabiliser le pays pendant plus d'une décennie. Dans cette correspondance, la CFOR Arusha affirme que la nouvelle constitution concentre tous les pouvoirs dans les seules mains du président, contrairement à la constitution de 2005 issue de l'accord d'Arusha. Sur le plan politique, la CFOR Arusha note que le seul parti CNDD-FDD fonctionne sur tout le territoire national au moment où même les partis reconnus légalement sont pourchassés et malmenés sur le terrain, leurs militants violentés, tués même. La plupart des partis politiques de l'opposition ont été fragmentés par le pouvoir et il est impossible que l'on ait restauré leur légitimité et l'égalité d'ici 2020. Le pouvoir actuel n'en a ni l'envie ni l'intention. S'agissant de graves violations des droits de l'homme, la CFOR Arusha parle des rapports les plus fiables de diverses organisations de défense des droits de l'homme, notamment la 42e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui s'est tenue à Genève du 9 au 27 septembre 2019. Ce conseil a souligné que des graves violations des droits
de l'homme continue à être commise au Burundi dans un climat général d'impunité et a renouvelé la mission de la commission d'enquête sur le Burundi. La CEFOR Arusha en appelle donc à l'Organisation des Nations Unies et à son Conseil de sécurité à prendre les responsabilités en tant que garant de l'accord d'Arusha pour convoquer une réunion urgente de tous les garants de l'accord d'Arusha afin d'analyser les voies et moyens de sauver ce socle de la paix, de la démocratie et de la réconciliation au Burundi. Ils se doivent d'imposer au pouvoir de Bujumbura de surseoir à l'organisation d'un tel scrutin pour créer d'abord un environnement propice aux élections à travers un dialogue inclusif, a-t-elle conclu. Emmanuel Niungeko de la politique, passons à la page diplomatique où le projet de l'armée congolaise, les FARDC, de former un état-major intégré constitué par les armées de 4 différents pays afin de mener des opérations conjointes visant à éradiquer les forces négatives se trouvant à l'est de la République démocratique du Congo, comporte beaucoup de zones d'ombre et risque de ne pas aboutir, que ce soit au sein des FARDC, que ce soit du côté de l'armée onusienne en mission en RDC MONUSCO. Personne ne veut affirmer ce projet. Le point avec Inès Gakidze. Ces derniers jours circulent sur les réseaux sociaux des documents signés par le chef d'état-major de la RDC, le général Célestin Mbala Moussense, des documents parlant d'un projet d'organisation des opérations conjointes entre armées de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda pour éradiquer les groupes armés se trouvant à l'est de la RDC. Un projet qui inquiète plus d'un, surtout les Congolais de l'Est. Un projet difficile à réaliser suite au climat tendu entre certains des pays concernés, estime notre opinion. Voulant en savoir plus, la RPA a contacté des responsables de l'armée congolaise sur différents échelons. Au sein des responsables de l'armée à l'est de la RDC, l'on nous a répondu que c'est une affaire diplomatique à demander aux responsables de l'armée au niveau du pays. Contacté, le porte-parole des FARDC, le général Léon Richard Kassonga, nous a renvoyé chez les responsables de l'armée burundaise. Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Vous pouvez appeler peut-être l'armée du Burundi dans votre pays, elle vous dira. Avançant vers l'armée onusienne en mission en RDC, la MONUSCO, Florence Marchal, la porte-parole, nous a répondu qu'elle ne peut pas s'exprimer sur le projet qui est une initiative de l'armée congolaise et qu'en cas de concrétisation du projet, la MONUSCO n'est pas jusqu'ici autorisée à y participer. Comme vous, j'ai vu ce que ça circule sur les médias sociaux, mais c'est une initiative de la RDC, donc c'est pas à moi à confirmer ou non cette information. C'est vraiment une initiative des forces de sécurité congolaises. Je vous invite à voir avec elles pour qu'elles puissent vous confirmer cette information. MONUSCO fera part des opérations. MONUSCO, pour l'instant, le mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité ne nous permettrait pas, si on nous le demandait, de faire partie de cette coalition régionale. Et s'il devait en être autrement, ce serait au Conseil de sécurité de revoir notre mandat. La RPA a donc essayé de joindre le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyereke, mais son portable était éteint. Des sources indépendantes confirment toutefois l'existence de ce projet de formation d'un état-major intégré, mais un projet sur lequel tous les pays concernés ne se sont pas encore convenus, précisent les mêmes sources. Page justice à présent, le représentant du parti CNL en commune Bouhiga a été condamné à 5 ans de prison ferme dans un procès de flagrance tenu ce jeudi par le tribunal de grande instance de la province Karoussi. Il est accusé de possession d'armes à feu, une imputation qu'il nie catégoriquement. Les détails avec Marie-Ange Ilakodze. Dans le procès de flagrance qui s'est déroulé ce jeudi au tribunal de grande instance de Karoussi, l'audience publique a commencé à 19h au chef-lieu de la dite province. Selon les informations recueillies sur place, l'audience a été marquée par la présence massive des membres du parti CNL venus pour soutenir l'un des leurs. Les membres du CNDD-FDD étaient également présents, surtout les jeunes Imbonerakure de ce parti présidentiel. Assisté par son avocat, Étienne Ndaïzeye a comparé avec un visage serein. Les accusations portées contre lui par les magistrats debout étaient principalement fondées sur la détention d'armes à feu. Selon le ministère public, ces armes ont été découvertes le matin de ce mercredi à son domicile après une fouille-perquisition opérée par la police locale. La partie défenderesse a par la suite réfuté ces accusations,
arguant qu'Étienne n'a jamais eu d'armes à feu en sa possession, qu'il fallait plutôt interroger la police sur leur provenance. Et à l'avocat de la défense de demander que son client soit acquitté. Après quoi, le procès fut mis en délibéré et le tribunal a condamné Étienne Ndayizeye à une peine de 5 ans de prison ferme et à une amende de 200 000 francs burundais. Une sentence qui a beaucoup étonné l'audience présente, qui parle plutôt d'un procès politisé, vu que ce n'est pas la première fois que les membres de ce parti sont emprisonnés pour les mêmes accusations. Étienne Ndayizeye ramène à 5 le nombre de responsables du parti CNL sous les verrous, après ceux des communes Mutumba et Nyabikere, l'ancien responsable de ce parti au niveau provincial, ainsi qu'un membre influent de la commune Chombo incarcéré à la prison centrale d'Ogitega pour terrorisme. Révoltés, les membres du parti CNL demandent aux autorités d'arrêter cette iniquité et persécution faite à leur rencontre, car, disent-ils, tout citoyen a le droit d'adhérer au parti de son choix. Marie-Ange Ilakoudze de la justice, passant à la page droits de l'homme, où dans le but d'aider les familles des victimes des crimes contre l'humanité commis au Burundi à obtenir la justice internationale, l'organisation SOS Torture Burundi a organisé un atelier d'échange de 2 jours qui s'est clôturé aujourd'hui au Rwanda. Un atelier dans lequel ont participé les avocats des victimes et les défenseurs des droits de l'homme en provenance de 5 pays africains dans lesquels la Cour pénale internationale a déjà émis des mandats contre des présumés auteurs des crimes contre l'humanité. Suivez Maître Armel Nyongere, il est le secrétaire général au sein de l'organisation SOS Torture Burundi. C'est un atelier de partage d'expériences avec des pays et a eu l'objet d'enquête de la Cour pénale internationale. Nous avons invité des avocats. La majorité sont des avocats qui étaient impliqués, qui sont même impliqués dans les dossiers devant la Cour pénale internationale, provenant des pays, notamment de la Côte d'Ivoire, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Kenya, et des avocats burundais qui sont impliqués dans le dossier qui est à la Cour pénale internationale. Donc, nous avons voulu partager l'expérience pour qu'ils nous disent les défis rencontrés lors du procès qu'ils ont envoyé à ces pays. Comment ils ont organisé les victimes, les familles des victimes. Tout ça, ça va nous inspirer de les adapter dans notre contexte. Un message aux familles des victimes et victimes, c'est que les victimes puissent rester avec un grand espoir. Parce que la justice ne travaille pas rapidement comme on le veut. La justice fait des enquêtes pour qu'ils puissent réunir toutes les informations constituant l'infraction. Un jour, il y aura la réparation. Nous, en tant qu'avocats, on va continuer notre combat, de voir comment organiser les victimes à conserver les preuves pour que le jour où il y aura le procès, que nous pourrons avoir toutes les informations suffisantes pour donner aux juges afin de condamner les auteurs des crimes commis au Burundi. Et parmi les participants figurait Maître Marie-Edith Douzima, représentante légale des victimes des crimes commis en République centrafricaine. Elle a quant à elle appelé les Burundais à ne pas se décourager dans leur combat pour la justice, car tôt ou tard, la justice finira par triompher. Suivez. Comme on l'a toujours dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Qui aurait cru aujourd'hui que Béchir, il n'est pas encore devant la cour, mais aujourd'hui il est tombé, personne ne s'y attendait. Je crois que c'est pas impossible qu'un jour il se retrouve devant la Cour pénale internationale après l'avoir nargué pendant des années. Déjà pour mettre la main sur les suspects, les 2 suspects centrafricains qui sont devant la Cour pénale internationale, ça n'a pas été facile. C'est depuis 2014 que la Cour pénale internationale cherchait à commencer ces enquêtes. C'est vraiment au moment où la population centrafricaine a commencé à se demander, à se poser des questions. Où est-ce que la Cour pénale internationale en est, que une opportunité s'est offerte à la Cour pénale internationale qui a pu arrêter M. Yekatom, dit Rombo. Quelque temps après, elle a eu une autre opportunité pour mettre la main sur Ngaïsouna.
Nous avons dit à nos amis du Burundi de ne pas baisser les bras. Les paroles sont bonnes, les écrits restent. Il faudrait qu'ils continuent de documenter, de continuer de faire des efforts, de demander de l'aide, de soutien, etc. pour qu'un jour, la justice puisse se faire au Burundi par rapport à tout ce que nous connaissons. Et toujours en page droits de l'homme, des menaces de mort pèsent sur la famille de feu Tadé Nkurunziza, un citoyen de la zone Ndava, commune Buganda de la province Cibitoke, qui serait victime d'une exécution extrajudiciaire. Battu à mort dans les enceintes du service national des renseignements, les agents de ce service seraient en train de tout faire pour étouffer l'affaire. Plus de détails avec Vicky Chris Ninelitz. Le plus recherché parmi les membres de la famille du feu Tadé Nkurunziza est le petit frère du défunt. Selon les témoignages des voisins de la famille, il reçoit des menaces téléphoniques. Pour le moment, ce jeune homme a quitté son domicile pour se planquer quelque part par peur d'être arrêté par la police de renseignement, laquelle soupçonnait d'avoir assassiné Tadé Nkurunziza, son frère. Cette police présidentielle est pointée du doigt également dans ses actes d'intimidation à l'endroit de la dite famille. Selon les informations en provenance d'Ondava, la famille dit défunt est intimidée pour qu'elle ne continue pas à chercher à en savoir plus sur l'assassinat du leur Tadé Nkurunziza, qui a été arrêté dans l'après-midi de dimanche 13 octobre lorsqu'il se rendait au marché de la zone Ndava. Les mêmes informations révèlent que la victime a d'abord été conduite au cachot de la documentation au niveau de la province de Cibitoke. Elle était accusée de collaboration avec les groupes armés se trouvant en RDC qui les approvisionnaient en vivres. Quelques heures après son arrestation et sous torture, Tadé Nkurunziza, introuvable aujourd'hui, aurait succombé d'après les informations en provenance de Cibitoke. La rédaction de la RPA a cherché Venant Miburo, responsable des services de renseignement en province Cibitoke. Son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Parlons à présent économie où la Braroudi se préparerait à lancer officiellement une nouvelle boisson. Le manque de devises serait à l'origine de la fabrication de cette bière qui sera 100% locale. Plus de détails avec Innocent Valentin, Singilangabo. Iambéré, c'est l'appellation donnée à cette nouvelle bière en phase de dégustation. Nos sources au sein de la Braroudi font savoir que, officiellement, l'argument avancé est le souci de rendre accessibles les produits Braroudi aux plus démunis et à un prix abordable. Mais, officieusement, cela aurait été dicté par l'impossibilité de cette entreprise de se procurer les matières premières dont le houblon et le malt, produits nécessaires à la fabrication des boissons dont les bières, et ce, faute de devises. D'où est née cette idée de produire une bière 100% locale. C'est ainsi que la Braroudi est entrée en contact avec des propriétaires fonciers de la province de Kayanza et plus précisément de Guegura, une approche qui avait pour but de les convaincre à adhérer à son projet de la culture du sorgho. Les mêmes sources font savoir que pour les intéresser, la Braroudi leur a octroyé des crédits remboursables après la récolte et la vente, sans oublier la facilité à leur procurer des agronomes et des engrais chimiques. Et poursuivre nos sources, c'est ce sorgho qui a été utilisé, mélangé à de l'eau et du sucre roux en provenance de la Sosumo pour la fabrication de cette nouvelle boisson dite Iambéré, laquelle boisson a un volume d'alcool de 6%. Sachez également que cette boisson sera conservée et commercialisée dans des bidons de 30 litres et que les emballages sont déjà en train d'être rassemblés au quartier 10 situé en zone Ngagara. Innocent Valentin à Singilangabo, une autre entreprise qui serait en difficulté, c'est la Bousseco. Depuis plus de 2 mois, le ciment produit par cette entreprise se fait rare. Aujourd'hui, ceux qui possèdent des chantiers, tout comme ceux qui y travaillent, se disent dépassés par cette situation, car en plus du fait que ce produit se fait de plus en plus rare, même à de rares endroits où l'on en trouve encore, il se vend hors prix. Plus de détails avec Balthazar Mibour. Cette pénurie de ciment produit localement par l'usine Bousseco a commencé à se manifester au mois de juillet 2019. Depuis, les prix ne cessent d'augmenter et varient aujourd'hui entre 30 et 32 000 francs burundais. Un prix qui n'apparaît pourtant jamais sur les factures de pair d'être poursuivis par le gouvernement. Le prix du sac de ciment fixé par le gouvernement est de 24 500 francs burundais. Mais quand on se rend au quartier
quartier asiatique, on nous dit que tout le stock a été acheté alors qu'on voit bien que des camions sont en train de décharger du ciment. Mais si tu insistes, il y a des commissionnaires qui vous vendent le sac à plus de 30 000 francs, mais à condition que tu acceptes d'empocher une facture de 24 500 francs à montrer à la police. Les conséquences de cette hausse se font déjà remarquer, que ce soit du côté des propriétaires de chantier ou des ouvriers et maîtres de chantier. Nous avons de sérieux problèmes. On a été contraint de suspendre tous les travaux en cours, ce qui implique qu'on va devoir renoncer à une part du marché. On risque tout simplement de mourir de faim. Les utilisateurs du ciment demandent aux personnes habilitées de vider cette question dans les meilleurs délais car les pertes déjà enregistrées sont énormes. Merci à toi Balthazar Mibourou. Pour clore cette fenêtre économique parlant de la montée vertigineuse de prix du charbon depuis plus d'un mois, la surtaxation est l'une des causes principales avancées par les conducteurs de camions qui s'approvisionnent à l'intérieur du pays. Côté consommateur, ils demandent au gouvernement de réguler le prix du charbon comme il le fait avec les autres produits pour mettre fin à toute spéculation. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Les habitants de la mairie de Bujumbura indiquent que la vie devient de plus en plus difficile pour eux, surtout avec la flambée de prix du charbon qui s'observe depuis un certain temps. L'un d'entre eux témoigne. Nous menons une vie vraiment difficile. Le prix du sac de charbon a beaucoup augmenté. Par exemple, actuellement le prix d'un demi-sac de charbon varie entre 30 et 35 000 francs burundais. Pour ceux qui vendent au détail, un petit seau qui s'achetait à 500 francs se vend aujourd'hui entre 1000 et 1500 francs. Franchement, nous ne savons plus sur quel pied danser. Les raisons avancées par les fournisseurs sont multiples. Selon un des chauffeurs qui s'est confié à la RPA, l'impraticabilité des routes est l'une d'entre elles. En cette période de pluie, nos camions ont du mal à s'offrir le chemin jusque dans les boiseries à cause du mauvais état des routes. Une livraison qu'on effectue en une journée se fait aujourd'hui en 3 jours. Des fois, on est obligé de faire un détour de 35 km juste pour trouver une route goudronnée. L'autre raison, signale toujours notre source, est la surtaxation dont font l'objet ces conducteurs de camions. De Rutana à Bujumbura par exemple, tu dois payer des taxes sur au moins 9 barrières, c'est-à-dire à Butomangwa, à Taba, à Rutovu, à Matana, à Tora, à Nyakararo, à Jenda, au poste de Bujumbura Rural et à Musaga. Sur les 8 premières, la taxe est de 10 000, mais à Musaga, on paie le double. Vous comprendrez que c'est trop. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent au gouvernement de suivre de près les prix du charbon, surtout qu'en ce moment, la plupart d'entre eux sont dans une précarité sans nom. Le Burundi a déjà commencé à payer les arriérés des cotisations qu'il doit à la communauté de l'Afrique de l'Est. Déclaration faite ce vendredi par le ministre à la présidence chargé des affaires de la communauté est-africaine. Isabelle Ndahayo a également souligné que cette communauté continue d'analyser le processus de l'utilisation de la monnaie unique SWIFT. Presque à 2% des arriérés pour l'année passée pour pouvoir commencer le paiement des contributions de cette année fiscale. D'ailleurs, la semaine passée, le gouvernement du Burundi a payé un montant de 1 700 000 $, ce qui montre cet engagement du gouvernement d'appuyer tous les arriérés au sein de la communauté est-africaine. La mise en œuvre du protocole portant l'union monétaire de la communauté est-africaine. Vous dites que nous observons un retard, qu'il devient impossible de mettre en application la décision prise par le Conseil des ministres que ce protocole sera mis en œuvre en 2024. Là, vraiment, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je ne suis pas au courant de ça. Ce que je sais, c'est qu'au niveau de la communauté est-africaine, nous avons mis en place une feuille de route visant la mise en œuvre de ce protocole. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fait l'évaluation pour dire qu'on ne pourra pas atteindre l'objectif. Mais ce que je suis sûre, c'est qu'on est toujours à l'œuvre et je pense qu'on pourra l'atteindre. Et la ministre Isabelle Ndahayo s'est exprimée lors d'une conférence de presse à l'occasion de la présentation du bilan de ce ministère. Hors de nos frontières, début ce jeudi au camp de réfugiés d'Ondouta d'une campagne de vaccination des enfants âgés de 9 mois à 3 ans. Une campagne qui durera 3 jours. Tous les enfants concernés seront vaccinés contre la rougeole, la rubéole ainsi que la poliomyélite. Le point avec Clovis Nyonzima.
Nous sommes au camp de réfugiés d'Onduta en Tanzanie. Depuis ce jeudi, les enfants se font vacciner contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite à la grande satisfaction des parents. Nous, les parents du camp des réfugiés d'Onduta, sommes très ravis que nos enfants soient vaccinés. Ces vaccins sont d'une importance capitale car les enfants bien vaccinés ne sont pas maladifs. Et lorsqu'on sait que son enfant est en bonne santé, on peut vaquer à nos occupations quotidiennes sans aucune crainte. La réjouissance de ses parents est encore plus grande, d'autant plus que c'est la première fois que les enfants se font vacciner contre la rubéole depuis leur arrivée dans le dit camp. C'est la première fois que nos enfants sont vaccinés contre la rubéole dans le camp d'Onduta. On avait l'habitude de procéder à la vaccination contre la poliomyélite et la rougeole. La dernière campagne de vaccination au camp d'Onduta remonte au mois de juin dernier. Les enfants ont reçu la vitamine A, un vaccin contre la cécité et des comprimés albendazole contre les vers intestinaux. Merci à toi, Clovis Niyonzima. Ici sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce vendredi 18 octobre 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à l'équipe technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Un bon début de week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.